Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 9h à Oussoubi-Diania dans la région des Cailles et partout au Mali. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de Mali Actualité au micro Brahma Traoré. Les titres. La Fédération de Russie offre 25 000 tonnes de blé au Mali, un appui de taille pour stopper le renchérissement des prix des denrées de première nécessité. Le don a été réceptionné hier au port autonome de Conakry par le commissaire à la sécurité alimentaire. L'autorité indépendante de gestion des élections ouvre un nouveau centre des médias à 8 jours du référendum constitutionnel, un outil précieux mis à la disposition des confrères pour éviter les informations de seconde main. Les Maliens votent le 18 juin prochain pour le référendum constitutionnel. Comment amener par le vote le peuple à concilier valeurs culturelles et expression démocratique? La réponse dans la chronique culture et société à suivre en fin d'édition. Bientôt, un nouveau centre national des opérations d'urgence pour la protection civile. Il doit permettre aux soldats du feu de mieux coordonner leurs actions en vue de répondre efficacement aux catastrophes. La première pierre de l'infrastructure a été posée hier. Sport football, la finale de la 72e édition de la Coupe du Mali oppose cet après-midi le stade malien de Bamako aux 11 créateurs de Narela. En Europe, la finale de la Ligue des Champions se joue ce soir entre Manchester City et l'Inter Milan. C'est tout pour les titres. Élection référendaire du 18 juin 2023, jour J-8. Oui, jour J-8 pour le référendum constitutionnel. Les militaires, eux, votent demain dimanche par anticipation en vue de mieux sécuriser le scrutin du 18 juin. En attendant, pas de nuages dans les relations entre le Mali et la Fédération de Russie. Preuve, le pays de Vladimir Poutine vient de remettre 25 000 tonnes de blé au gouvernement malien sur les 50 000 attendus. Un accompagnement précieux qui doit appuyer les efforts des autorités de la transition dans la lutte contre le renchérissement des prix des denrées de première nécessité. Et c'est le commissaire à la sécurité alimentaire qui a officiellement réceptionné le don hier au port autonome de Conakry. Les récits de nos envoyés spéciaux, Yaya Konaté et Djeli Magandjabati. Une cérémonie solennelle pour marquer le démarrage d'une opération que les partis voudraient bien voir se pérenniser. À la délégation malienne conduite par le commissaire à la sécurité alimentaire se sont joints les opérateurs économiques maliens ainsi que les autorités portuaires guinéennes pour marquer la réception et le déchargement du navire de blé en provenance de Russie. La cérémonie du jour concerne une cargaison de 25 000 tonnes sur un total de 50 000 attendus. Pour le commissaire à la sécurité alimentaire, le geste de la Fédération de Russie illustre encore une fois la solidité des liens d'amitié historiques qui unissent les deux pays. Redouane Agmohamed Ali. Cet appui d'envergure vient judicieusement renforcer les multiples efforts déployés par les plus hautes autorités de mon pays, notamment par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, qui place la sécurité alimentaire au premier rang des priorités nationales. La Russie accompagne ainsi les autorités de la transition dans leur stratégie de lutte contre le renchérissement des prix des denrées de première nécessité. Il s'agira donc de mettre sur le marché les dons de blé obtenus et les céder à des prix modérés pour lutter contre le renchérissement des produits dérivés, le pain en particulier, et en vue de racheter par la suite de nouveaux stocks avec les produits de la vente. Loin d'être un geste isolé, la donation du jour, rappelle le commissaire à la sécurité alimentaire, s'ajoute à bien d'autres actions de la Russie en faveur du Mali. C'est donc pour nous une occasion renouvelée pour s'allier un partenariat bienveillant et fructueux que la Russie entretient depuis toujours et dans divers domaines avec notre pays. C'est aussi le lieu de magnifier la concorde entre nos deux chefs d'État et rendre un hommage appuyé à leur implication personnelle qui a permis de faire aboutir ce processus. Le commissaire à la sécurité alimentaire n'a pas manqué par ailleurs de saluer les autorités guinéennes pour toutes les facilités dont bénéficie le Mali au port autonome de Conakry et pour leur contribution au succès de cette opération. Occasion pour les autorités portuaires de renouveler leur engagement à poursuivre leurs efforts conformément à la volonté des autorités des deux pays de faire véritablement du port de Conakry le port naturel du Mali. Nous restons hors du Mali. Au Sénégal, les premières comparutions de personnes arrêtées lors des manifestations de la semaine dernière ont débuté hier. 18 jeunes âgés de 15 à 17 ans ont été jugés par le tribunal des mineurs. Au finish, ils ont tous été libérés. Au moins 500 personnes avaient été interpellées lors des manifestations qui avaient éclaté après la condamnation d'Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme. Manifestations qui ont fait 16 morts selon un bilan officiel.
Toujours au Sénégal, la marche de la plateforme des forces vives F24 prévue ce samedi n'aura pas lieu. Elle a été interdite par la préfecture qui avance des menaces réelles de troubles à l'ordre public et des risques de saccage. En Somalie, les forces de sécurité disent avoir repris le contrôle de l'hôtel attaqué hier par les Chebab selon la télévision publique. Pour l'instant, aucun bilan n'a été fourni sur cette attaque qui n'est pas une première. En août 2020, les Chebab avaient avait lancé une attaque d'envergure contre l'élite et notre hôtel de la plage du Lido. 10 civils avaient été tués et un policier. Il avait fallu 4 heures aux forces de sécurité pour reprendre le contrôle de l'établissement. En Centrafrique, la MINUSCA renvoie une unité tanzanienne pour abus sexuels. Dans un communiqué, la mission onusienne dit recueillir des éléments de preuve contre 11 militaires tanzaniens déployés sur une base temporaire dans l'ouest de la Centrafrique. 4 victimes présumées ont été identifiées, entendues et prises en charge, précise le communiqué. L'ensemble de cette unité, 60 hommes au total, a été relocalisé et confiné dans ces casernes. Elle sera renvoyée au pays une fois l'enquête achevée selon la MINUSCA. Les autorités tanzaniennes de leur côté ont noté la gravité des allégations et se sont engagés à prendre des mesures nécessaires. Pour l'instant, le reste du contingent tanzanien poursuit ses missions en Centrafrique. Enfin, aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump est accusé d'avoir mis en danger la sécurité nationale en conservant notamment des secrets nucléaires américains après son départ de la Maison-Blanche, selon un acte d'accusation rendu public hier. L'acte d'accusation détaille aussi les efforts de Trump pour faire obstruction au travail du FBI et produit la retranscription d'un enregistrement audio de l'ancien locataire de la Maison-Blanche qui se vante d'avoir en sa possession des documents classifiés du Pentagone. Il s'agit tout simplement des plans d'un projet d'attaque militaire des États-Unis contre l'Iran. Le milliardaire républicain est visé par 37 chefs d'inculpation, dont rétention illégale d'informations portant sur la sécurité nationale et entrave à la justice. Retour au Mali. Par leurs plumes et micros, ils constituent un maillon essentiel dans la réussite d'une élection. Les journalistes dont il s'agit disposent désormais d'un nouveau centre des médias et de l'information électorale. Ce centre basé à l'Hôtel de l'Amitié a été lancé hier par l'autorité indépendante de gestion des élections. Il doit permettre aux confrères d'avoir des informations de première main sur le processus électoral. Mamadou Fané était présent pour Mali Actualité. L'information et la communication sont capitales pour la réussite de toute élection. L'autorité indépendante de gestion des élections EGE et son partenaire, le projet d'appui aux réformes électorales, l'ont bien compris à travers le lancement de ce centre des médias et de l'information électorale. Ce centre est un espace de promotion et de partage de la bonne information électorale. Il marque ainsi la volonté de l'EGE d'instaurer une transparence dans le processus électoral. Malé Diop, représentant du PNUD. Le rôle central des médias dans les processus électoraux n'est plus à démontrer. Ils sont de puissants relais d'information pour la société tout entière. En mettant en place ce centre des médias et de l'information électorale, l'autorité indépendante de gestion des élections l'EGE a bien compris cela. La contribution du PAREL à la mise en place et au fonctionnement du centre des médias et de l'information électorale n'est qu'un des nombreux efforts consentis par le Programme des Nations Unies pour le développement et ses partenaires pour appuyer les processus de réforme et les élections. Le lancement de ce centre a été couplé à la présentation de la solution de consultation par SMS des centres et bureaux de vote. Les électeurs pourront ainsi s'informer sur leur lieu de vote à travers des numéros, le 36 777, le 80 03 66 66 pour les Maliens établis à l'extérieur. Maître Moustapha Sissé, président de l'EGE. C'est une volonté de transparence et d'information pour la simple raison que nous le savons, sans être des spécialistes de la presse, qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, c'est la communication, c'est l'information. Et le processus électoral ne peut prendre corps, ne peut s'incruster de façon positive dans la dynamique de l'organisation des élections en République du Mali sans cette communication. Cette cérémonie a été l'occasion pour l'EGE de présenter son site web, à savoir le www.egemali.org ou encore www.egemali.ml, un site sur lequel toutes les informations relatives au processus électoral et au fonctionnement de l'EGE pourront être consultées par le public.
Le public, si vous voulez, la population, sous plus de protection. En effet, le rêve longtemps caressé par la Direction générale de la protection civile sera bientôt une réalité. Celui de la construction d'un centre national des opérations d'urgence. Le futur centre doit permettre de mieux coordonner les actions afin de répondre efficacement aux catastrophes. La première pierre de l'infrastructure a été posée hier. Coût de l'investissement, plus de 800 millions de francs CFA. Le financement est assuré par la Banque mondiale. Le témoin de l'événement est notre reporter Fousseni Tunkara. Pose de la première pierre du Centre national des opérations d'urgence par le secrétaire général du département en charge de la protection civile. C'est un besoin prioritaire de la Direction générale de la protection civile qui se réalise en son sein. Général de brigade Boukari Kodjo, directeur général de la protection civile. Le Centre national des opérations d'urgence est chargé de coordonner les actions de préparation et de réponse aux catastrophes, promouvoir les activités de recherche liées à la gestion des catastrophes, recenser les moyens et évaluer l'état de préparation des structures intervenant dans le domaine de la gestion des catastrophes au plan national, compiler et exploiter les données des structures, organisations et agences compétentes afin de renforcer les activités de prévision et de planification, renseigner les autorités sur les activités opérationnelles en cours. La construction de ces centres modernes, qui servira de cadre pour les acteurs intervenant dans la gestion des catastrophes, est financée par la Banque mondiale à travers le projet Hydromet Mali. Dramanso, représentant du projet Hydromet. Cette initiative cadre parfaitement avec les visions résilientes inscrites dans le document cadre du projet. Le projet, dans sa mise en œuvre, appuie 4 structures techniques qui sont la Direction générale de la protection civile, l'Agence nationale de météorologie, la Direction nationale de l'hydraulique, le système d'alerte précoce, afin de prévenir les risques et catastrophes et de réduire substantiellement les pertes et les dommages lorsqu'elles surviennent. Omar Sogouba, secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Depuis 2017, en réalité, le centre a une existence juridique. Mais en pratique, il n'y avait pas d'édifice pour le recevoir. Et nous avons l'occasion, c'est pourquoi allègrement, nous saluons vraiment cette construction. Et pour qui connaît l'intérêt de ce centre, parce que c'est une interface entre plusieurs industries qui luttent contre les catastrophes. D'un coût de plus de 800 millions de francs CFA, ce bâtiment R+3 doit être réalisé en 8 mois, délai contractuel établi avec l'entreprise en charge des travaux. Comment coordonner et planifier les réponses à l'insécurité alimentaire dans les régions de Gao, Menaka et Kidal? La question a réuni l'État et ses partenaires dans la cité des Askia. La réunion a surtout permis de convenir des actions à mener pour mieux prendre en compte les besoins alimentaires des populations des 3 régions au titre de l'exercice 2023. À l'île de Gao, la correspondance de Rakia Toutouré. L'atelier vise à passer en revue, coordonner et planifier les réponses en matière de sécurité alimentaire dans les régions de Gao, Menaka et Kidal, à la veille de la période de soudure agricole qui va du mois de juin à septembre 2023. Les chiffres portés à la connaissance de l'assistance en matière de sécurité alimentaire dans les 3 régions par le représentant du Programme alimentaire mondial sont alarmants. Mankona Kuruma, représentant PAM. À l'issue des analyses à Gao, inclus Menaka, le CH de mars 2023 a indiqué 197 personnes 231 en insécurité alimentaire aiguë. À Kidal, en situation courante mars-mai 2023, 3155 personnes sont en insécurité alimentaire aiguë. Khadija Ali, coordinatrice du cluster sécurité alimentaire des 3 régions. L'obligation de faire cet atelier pour réunir tous les partenaires pour qu'ensemble nous puissions analyser les planifications afin sur le terrain d'éviter les doublons et d'éviter aussi les surcharges dans les villages. La rencontre, première du genre, se déroule en 3 phases. Al-Hader Bella Maïga, conseiller aux affaires économiques et financières au gouvernorat de Gao. La première phase constitue la présentation de la synthèse des données compilées du niveau national. La phase 2 constitue la revue détaillée de la planification régionale des acteurs. Et enfin la phase 3 pour la synthèse des arrangements convenus entre les acteurs, la signature des procès-verbaux de réajustement prévus. Prennent part à ces travaux les membres du cluster sécurité alimentaire des 3 régions, les services techniques de la région de Gao, ainsi que les représentants des ONG nationales et internationales évoluant dans le domaine. La session devra être sanctionnée par des recommandations allant dans le sens de l'amélioration de la sécurité alimentaire. Gao, Rakia Toutouré, Alassane Ahmadou pour l'ORTM.
Au menu de l'actualité sportive de ce samedi, les finales de la Coupe du Mali. Chez les messieurs, le stade malien de Bamako affronte cet après-midi les 11 créateurs de Nyarela au stade du 26 mars pour la 72e édition de la Coupe du Mali. Chez les dames, hier, les Amazones de la commune 5 ont remporté le trophée de la 8e édition de la même compétition face à l'AS Mandé. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature de Famourou Djourti. Le stade malien de Bamako et les 11 créateurs de Nyarela s'affrontent ce samedi en finale de la Coupe du Mali de football au stade du 26 mars. Les deux équipes se sont préparées pour mieux aborder le bouquet final de la 72e Coupe du Mali. Avec une saison moyenne, les Blancs de Bamako comptent remporter leur 22e titre qui leur ouvrira les portes des compétitions africaines des clubs. Chaka Traoré, entraîneur du stade malien de Bamako. C'est une finale, il va falloir un gagnant, mais vraiment nous ce qu'on demande aux joueurs de tout donner quoi. Pour ne pas avoir de regrets après le match. Voilà. On peut mieux jouer et puis perdre un match. On peut mal jouer, gagner un match, mais à la sortie du terrain, il faut que les supporters les applaudissent, quel que soit le résultat, pour dire que vraiment vous vous êtes battus. Du côté de 11 créateurs, cette finale sera la 5e que va disputer le club de Nyarela avec à la clé 2 trophées. Segou Berté, entraîneur adjoint des 11 créateurs de Nyarela. Quand on prépare la saison, on se donne des objectifs. Et la Coupe du Mali fait partie. Donc c'est pour ça, c'est pas par hasard qu'on est là aujourd'hui. Les 11 créateurs ont déjà perdu une finale contre le Stade malien en 2015 et cherchent maintenant à prendre leur revanche. Les deux finalistes sont motivés et prêts pour le défi. Stade malien de Bamako, 11 créateurs de Nyarela, finale de la 72e édition de la Coupe du Mali de football, c'est ce samedi 10 juin 2023 à 16h30 au stade du 26 mars. Toujours dans la Coupe du Mali de football, chez les femmes, les Amazones de la commune 5 ont remporté le trophée de la 8e édition de la Coupe du Mali ce vendredi en renversant l'AS Mandé 2-1 au terme des prolongations. Pourtant, c'est l'ogre du football féminin malien l'AS Mandé qui a largement dominé la première période et ouvert le score à la 34e minute. En seconde période, les jeunes joueuses des Amazones ont bien réagi en égalisant à la 86e minute. C'est lors des prolongations que les Amazones de la commune 5 prennent l'avantage à la 108e minute. Score final 2-1 pour Amazon qui décroche son premier trophée de la Coupe du Mali. Moustapha Laïko Traoré, entraîneur de l'AS Mandé. J'avais 3 éléments à des postes clés qui étaient malades. Donc il a fallu un changement à mener au milieu de l'équipe. Et c'est ce qui a provoqué notre déséquilibre. Il y a des moments comme ça dans la vie, il faut gagner, il faut perdre. Et j'ai dit dans mon interview avant match que la commune 5 est une équipe qui progresse. Aruna Dambélé, entraîneur des Amazones de la commune 5. Je suis très content, je remercie le bon Dieu. Je félicite mes joueuses, mes dirigeants et les supporters. Vraiment, on a travaillé ensemble depuis le début de la saison. J'avais dit aux joueuses que ça ne sera pas un match facile. Vraiment, c'est seulement la solidarité et le mental qui a fait gagner ce match. Au titre des récompenses, le vainqueur Amazon de la commune 5 empoche 5 millions de francs CFA. Quant à l'AS Mandé, elle se contente d'un chèque de 3 millions de francs CFA. Cette nouvelle sportive complémentaire, en Europe, la finale de la Ligue des Champions se joue ce soir entre Manchester City et l'Inter Milan à partir de 19h temps universel. Chronique, culture et société. Les Maliens sont appelés aux urnes le 18 juin prochain pour le référendum constitutionnel. Ce devoir civique s'appelle Kalata en langue bamanankan, allez voter en français. La chronique culture et société de ce samedi s'intéresse au vote avec cette interrogation. Comment amener par le vote le peuple à considérer valeurs culturelles et expressions démocratiques? Un historien et un traditionnaliste tente d'apporter des réponses à cette question dans la chronique signée Alpha Maïga. Sous des formes socio-culturelles originelles et originales, l'exercice de la démocratie se pratique au Mali selon les différents schémas identitaires de socialisation de l'individu. L'accès au pouvoir de gestion des familles, de la cité et du pays obéit à des règles. Yamoussa Koulibaly, historien. La première voie, c'est la voie matrilinéaire, voie qui passe forcément par les femmes. Ce système, on l'a vu dans l'Empire de Ghana. Les gens appellent ça le Ouadou. Après, on a expérimenté en Afrique le système collatéral et le système patrilinéaire. Le système collatéral, c'est la succession de frère en frère. On le voit souvent dans l'Empire du Mali. Le système patrilinéaire, c'est la succession de père en fils. Donc, pour la mode de succession dont on va parler ici, les Bambara appellent ça le Kalata. Et en terminologie actuelle, on peut l'identifier au vote. Fodé Moussa Sidibé, traditionnaliste.
En Bamanankan, il est presque interdit de compter les êtres humains. Quand on les compte, on dit Kalakele, Kalafla, Kalasaba. Donc dans le décompte, ce qu'on appelle Djaté, l'être humain est représenté par le terme Kala. Comment amener le peuple par le vote à concilier valeurs culturelles et expression démocratique quand on sait que la transmission du pouvoir au Mali se passait traditionnellement par l'âge, de frère à frère, par une élite géontocratique? Yamoussa Koulibaly. Cette pratique, c'était une façon plus scientifique de nommer quelqu'un au pouvoir. C'est plus ou moins différent de la légitimité. Je suis le fils du roi, le roi meurt, je prends sa place, ça c'est la légitimité. Au niveau des royaumes, Amadou Sékou Bari, par exemple, avec la création de la Dina dans le Massina au début du 19e siècle. Biton Koulibaly avec l'association des chasseurs qui a fondé le royaume Bambara de Ségou au 18e siècle, à telle enseigne que chacun se battait pour la conquête du pouvoir, et au griot Tchengiba Dante de définir des critères pour être chef. Le chef ne doit pas être décideur, mais un exécutant fidèle. Le pouvoir ne doit pas être source à l'enrichissement, mais un dévouement pour son peuple. Il doit aussi toujours s'inspirer du passé de son peuple. Aujourd'hui, la base culturelle fait-elle défaut dans le vote du peuple? Fodé Moussa, Sidibé, traditionnaliste. Il y a beaucoup de formes socio-culturelles qui déterminent ou qui conditionnent le fait qu'une personne puisse avoir non seulement le courage, mais aussi puisse avoir l'adhésion de son entourage pour dire que oui, toi, tu peux être choisi dans ce choix-là. Tu réponds aux critères socio-culturels que nous avons ici. Au Mali, la légitimité que nous cherchons ne peut être acquise qu'en s'inspirant de notre passé. Donc, il faut créer une relation entre la tradition et la modernité. Yamoussa Koulibaly. Le Kalata, on le voit surtout dans les systèmes démocratiques. On ne peut pas être responsable dans un système démocratique sans passer par les urnes. Les chansons jouaient un rôle de mémoire, des chants qui appelaient à la sagesse, à la raison et aux règles fondatrices des valeurs de la société. Le tam-tam est là, on le fait sortir pour toutes les circonstances. On chante la communauté, on chante la famille de la personne et on chante la personne en même temps. Kalata, c'est le vote et le kalafili. On s'arrête là pour cette édition que vous pouvez d'ailleurs trouver sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales grâce à Tamsir Diabaté qui a assuré la mise en ligne de cette édition. Il y avait au Malette Alimata Ouattara. Merci à Ousmane Dao qui m'a aidé à la préparer. C'était au micro Brahma Traoré. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Merci de rester à notre compagnie et passer d'excellents moments de radio.